Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, soyez les bienvenus dans cette dernière leçon de la série de leçons des phénomènes géologiques externes. Commençons d'abord par l'observation de ces documents dans cette situation de départ. Donc, observez bien. Vous avez le premier document qui montre le plus grand réservoir d'eau dans le monde. Le deuxième, ressource d'eau provisoire, c'est la neige. Et troisièmement, une station d'épuration d'eau. Vous savez bien que les eaux potables naturelles ils sont de plus en plus rares. Donc, il est nécessaire de faire des installations très coûteuses pour l'épuration de l'eau avant de les distribuer sur les ménagers. Et en quatrièmement, une source d'eau. Donc, vous pouvez, en observant ces documents, imaginer et proposer plusieurs questions auxquelles on doit répondre au cours de cette leçon. Document 5. Observez bien la pollution de l'eau de mer à partir des fuites de pétrole. Et en document 6, rejet des eaux usées dans les rivières. Observez l'aspect de l'eau, comment est devenue l'eau et l'impact de cette pollution sur les êtres vivants. Donc je pense que en observant ces documents, vous avez pu deviner la leçon et poser les questions nécessaires. Donc la leçon, c'est les ressources hydriques. En introduction, l'eau est une source de vie et une précieuse richesse naturelle, mais le développement démographique et économique ainsi que les changements climatiques que connaît actuellement le globe ont entraîné une énorme diminution de qualité et de quantité de l'eau. Donc, quels sont les réservoirs d'eau sur la Terre et ses différents états, c'est-à-dire les différents états de l'eau dans la nature? Quels sont les risques et les dangers menaçant cette richesse naturelle? Comment conserver les ressources naturelles? Premièrement, les formes d'eau dans la nature. Donc, les états physiques et réservoirs d'eau dans la nature. Nous allons analyser quelques données. Vous pouvez voir la page 156 du cahier d'activité Étincelle, nouvelle édition. Donc, et on a d'autres photos à ajouter. Vous voyez bien, c'est de l'eau douce qui coule sur la Terre. C'est l'état liquide. Ici, c'est de l'eau solide, c'est-à-dire l'état solide. Solide, c'est des glaciers. Et ici, c'est l'eau en évaporation, donc c'est l'état gazeuse. Le document 1 montre les différents réservoirs d'eau sur la Terre et le document 2, il montre la répartition de l'eau sur la Terre. Pour A, c'est le pourcentage de l'eau salée et de l'eau douce sur la Terre. Et pour B, c'est le pourcentage de l'eau douce dans chaque type de réservoir. C'est-à-dire dans le document 2A, on a fait une séparation entre l'eau salée et l'eau douce. Et vous voyez bien que les eaux salées ont un pourcentage très important par rapport à l'eau douce qui est utilisée par l'homme.
Pour les eaux douces, dans le document de B, on observe bien que les glaciers et les calottes glaciaires ont un pourcentage très important comme réservoir d'eau douce. Donc les questions, citez les différents types de réservoirs d'eau en se basant sur le document 1. Donc, on a plusieurs réservoirs, eau océanique, eau des lacs et rivières, vapeur d'eau atmosphérique, eau souterraine, neige et glace. Deuxièmement, énumérer les différents états physiques de l'eau en se basant sur tous les documents qu'on a observés. Donc, on peut distinguer 3 états, l'état liquide, solide et gazeuse. Troisièmement, analyser les 2 graphes. Donc, si on fait une analyse simplifiée des 2 graphes, pour A, le pourcentage des eaux salées est très important par rapport à celui des eaux douces. En B, la répartition des eaux douces dans les différents réservoirs montre que les glaciers et les calottes glaciaires représentent le plus grand pourcentage des eaux douces. Quatrièmement, déduire où se trouve la majorité d'eau et la majorité d'eau douce sur Terre. Donc la majorité d'eau sur Terre se trouve dans les mers et les océans, alors que la majorité d'eau douce se trouve dans les glaciers et les calottes glaciaires. En conclusion, les réservoirs d'eau sur Terre, ils varient en état et en importance. Donc, on a des états solides, on peut trouver des glaces, des neiges, des grêles, etc. Des états liquides, rivières, puits, mers et eaux souterraines. Des états gazeuses, vapeur et brouillard. À mesure que les facteurs de température et de pression changent, l'état physique de l'eau passe d'un état à un autre, c'est-à-dire qu'il change aussi. Donc, on a les différents états de l'eau et les relations qui se trouvent entre les différents états. L'eau douce utilisée par l'homme représente, comme nous l'avons déjà vu, moins de 3% des différents types d'eau. Deuxièmement, cycle de l'eau dans la nature. Vous pouvez voir la page 158 du cahier d'activité Étincelle, nouvelle édition. Donc, observez bien, le document 3, l'eau circule dans les différents, ou bien entre les différents réservoirs. C'est-à-dire que l'eau n'est pas stable dans un réservoir donné, mais il y a une circulation de l'eau entre les différents réservoirs. Question 1. Attribuez aux chiffres les mots suivants. On a plusieurs mots: évaporation, énergie solaire, ruissellement des eaux, condensation en nuages, stockage souterrain, absorption racinaire, infiltration dans le sol et le sous-sol, évapotranspiration, pluie, courant atmosphérique et neige. Donc, essayons donc d'attribuer à chaque numéro un mot ou bien une expression correcte. Premièrement, c'est l'énergie solaire qui va échauffer l'eau qui se trouve dans les différents réservoirs. Deuxièmement, cette eau va s'évaporer grâce à l'augmentation de la chaleur, bien de la température. Troisièmement, il y aura aussi une évapotranspiration de la biosphère. On l'a déjà étudié dans le semestre 1 chez les plantes, l'évapotranspiration. Quatrièmement, cette eau évaporée va être condensée en nuages.
il va être transporté par les courants atmosphériques. Et si les conditions seront favorables, il y aura précipitation sous forme de pluie, de neige. Cela va donner des eaux qui ruisselent sur la surface de la Terre ou bien en profondeur. Donc, ces eaux qui ruissellent à la surface, dans une partie va être infiltrée, donc il y aura infiltration de l'eau sol et le sous-sol. Une partie sera absorbée par les racines, c'est l'absorption racinaire, et la partie qui va être infiltrée dans le sol et le sous-sol va être stockée sous forme de nappe phréatique souterraine. Question 2. Résumer de façon logique et argumenter les étapes du cycle de l'eau. Donc voilà un dessin sur lequel vous pouvez s'appuyer. Sous l'influence de l'énergie solaire, comme on a déjà vu, l'eau s'évapore de l'hydrosphère, océan, mer, lac, rivière, etc. Et l'évapotranspiration de la biosphère aussi. Des nuages se forment, les nuages ce sont des gaz, se forment, et lorsque les conditions sont appropriées, ces nuages donnent des précipitations sous forme de pluie liquide, de neige et de grêle solides. L'eau de ces précipitations ruisselle à la surface de la Terre et une partie s'infiltre dans le sol et le sous-sol pour former la nappe phréatique et retourner éventuellement dans les mers et les océans. On parle de cycle de l'eau. Passons en troisièmement, notion de bassin hydrographique. Caractéristiques d'un bassin hydrographique, page 160 du cahier d'activité Étincelle, nouvelle édition. Donc, analysons ces deux documents. Document 1, c'est la carte hydrographique du bassin de Guérize, et le document 2, schéma d'un bassin hydrographique qui montre la ligne de partage des eaux. Donc, en se basant sur ces documents, déterminer la position géographique de l'amont et l'aval de l'oued Guérize, cours d'eau principal du bassin. Donc, voilà l'amont vers des altitudes importantes, et voilà l'aval vers des altitudes faibles et vers l'exutoire du bassin. Deuxièmement, déterminer dans quelle direction coule ce cours d'eau. Donc ce cours d'eau, il coule du nord-ouest vers le sud-est. Troisièmement, expliquer comment les eaux de surface d'un bassin versant s'écoulent vers un même exutoire. Donc en se basant sur les deux documents, vous voyez bien qu'il y a une ligne de partage des eaux. À partir de cette ligne de partage des eaux, c'est-à-dire l'amont, tous les versants sont inclinés vers l'aval, c'est-à-dire vers l'exutoire, ce qui permet que tous les eaux ruissellent vers un seul point appelé l'exutoire. Voilà un document qui nous montre les grands bassins hydrographiques du Maroc. En A, les grands bassins hydrographiques du Maroc sur la carte, et en B, quelques caractéristiques de ces grands bassins hydrographiques au Maroc, tels que la précipitation annuelle en millimètres et le pourcentage des ressources hydriques. La question: citer les plus importants bassins hydrographiques du point de vue ressources hydriques. Donc la réponse est claire. On peut citer le SBO, le Cous littoral méditerranéen,
et أربع. Cinquièmement, définir un bassin hydrographique. Donc, un bassin hydrographique ou bassin versant, c'est la zone géographique ou bien un territoire géographique rassemblant les eaux de pluie, les eaux de ruissellement, les eaux de source vers une rivière principale qui débouche généralement dans la mer ou l'océan par un exutoire. Petit b, rôle d'un bassin hydrographique. Vous pouvez s'appuyer sur la page 162 du cahier d'activité Étincelle, nouvelle édition. Donc le document 3 montre les principaux barrages du bassin versant du SBO et leur domaine d'utilisation. Le document 4 montre quelques fonctions du bassin versant de SBO. Donc, essayez de lire ces deux documents et bien les comprendre. Donc, la question, identifier les principaux fonctions d'un bassin hydrographique. Et on a pris l'exemple, c'est le bassin versant de SBO. Donc, si on analyse les données des deux documents, vous voyez bien que le bassin a plusieurs rôles dans l'irrigation, la production d'énergie, la production d'eau potable. Il a un rôle écologique. Il abrite plusieurs sites écologiques, etc. Donc, les principales fonctions d'un bassin hydrographique, le bassin versant de SBO par exemple, sont l'irrigation, la production d'énergie, l'alimentation en eau potable des habitants. Il abrite des sites d'intérêt biologique et écologique, etc. Je vous laisse maintenant faire cette évaluation formative, exercice 1, page 101 de Sigma. Donc, vous avez ici un document qui montre le cycle de l'eau. Première question, complétez les cases avec ce qui convient en utilisant les termes suivants. Évaporation, neige, évaporation de l'eau de mer, pluie, transpiration des plantes, les eaux des océans. Deuxièmement, à partir du document, précisez les ressources d'eau au Maroc. Troisièmement, déduire du document les états physiques de l'eau. Quatrièmement, expliquer en quelques phrases le cycle de l'eau. Et cinquièmement, à l'aide d'un texte, expliquer l'importance de l'eau dans la vie et comment la conserver. On passe à grand 2, risques et dangers qui menacent les ressources hydriques. Premièrement, on peut citer les changements climatiques et la surexploitation des ressources hydriques. Petit a, analyse de données, page 164 du cahier d'activité Étincelle et avec d'autres nouvelles données. Les changements climatiques et les ressources hydriques. Observez bien un champ inondé et il y a une perte de la récolte d'agriculture. Donc les inondations provoquent des pertes de terrain cultivé. Vous voyez ici, c'est la
sécheresse et le manque d'eau, donc la sécheresse entraîne une diminution des ressources hydriques. Observons maintenant certains aspects de gaspillage de l'eau. Par exemple, la forte utilisation de l'eau dans les douches et les hammams. Voilà le gaspillage en jouant avec l'eau. Si on laisse un robinet non bien fermé. Le gaspillage aussi dans l'irrigation traditionnelle des champs d'agriculture. Donc l'utilisation des eaux souterraines par pompage par exemple entraîne une diminution des ressources en eau. Toujours dans la surexploitation de l'eau et les changements climatiques, on va étudier les deux documents suivants. Document 1, les causes de la surexploitation des ressources hydriques, et le document 2, il montre les conséquences de la surexploitation des ressources hydriques sur les nappes phréatiques, tel que l'exemple ici de la nappe de Goulemima. La question 1, comparer les ressources en eau disponibles pour les bassins hydrographiques marocains aux besoins en eau vers l'horizon de 2020. Que peut-on constater? Donc si on voit bien le document 1, on aura les réponses suivantes, que les ressources en eau disponibles pour les bassins hydrographiques marocains sont faibles par rapport aux besoins en eau vers l'horizon de 2020, car on a une explosion démographique, on a une surexploitation des ressources en eau dans l'industrie, dans l'agriculture, etc. Donc, on aura une diminution des quantités d'eau, c'est-à-dire un déficit en eau dans l'avenir. Deuxièmement, décrire l'évolution du niveau piézométrique de la nappe de Goulemima. Donc, analysons le document 2. Nous voyons que le niveau piézométrique de la nappe de Goulemima est faible. Il est de 20 mètres à 22 mètres sous le sol. Donc elle est faible et variable. Cette profondeur elle est variable selon les années et selon les conditions climatiques. Mais la tendance générale de ce niveau piézométrique est en diminution de 1973 à 2005, c'est-à-dire plus qu'on monte dans les années, plus que le niveau de cette nappe diminue, vu les surexploitations qu'on a déjà dit. Troisièmement, expliquer cette évolution du niveau piézométrique de la nappe de Goulemima. Cette évolution du niveau piézométrique de la nappe de Goulemima s'explique par le fait qu'elle est plus faible dans les années de sécheresse et plus élevée dans les années pluvieuses. Alors que la tendance générale de ce niveau piézométrique est en diminution vu la forte exploitation des eaux souterraines de la nappe, comme on l'a dit, pour l'agriculture, pour l'utilisation domestique, etc. Quatrièmement, résumer en quelques phrases l'impact du climat et la surexploitation d'eau sur les ressources hydriques terrestres. Donc la quantité d'eau consommée par la population humaine ne cesse de croître d'année en année avec l'explosion démographique et le développement économique et technique, c'est-à-dire l'industrie, les techniques utilisées dans l'agriculture, etc. et l'amélioration du niveau de vie
de la population. La situation s'aggrave avec les changements climatiques comme la sécheresse. Donc, en conclusion, l'explosion démographique et l'utilisation de l'eau dans plusieurs domaines, l'agriculture, l'industrie et habitation, c'est-à-dire le domestique, ont entraîné une augmentation des besoins humains en eau. Les changements climatiques, en particulier la sécheresse, ainsi que la surexploitation de l'eau, c'est-à-dire l'utilisation irrationnelle de l'eau, entraînent une diminution des ressources hydriques, ce qui provoque plusieurs problèmes, notamment des conflits intertribunaux et la hausse du coût de la vie, diminution de la superficie des terres irriguées, aussi diminution du niveau piézométrique des nappes phréatiques et la propagation de plusieurs maladies. Deuxièmement, on passe maintenant aux formes de pollution de l'eau. On peut se baser sur la page 166 du cahier d'activité Étincelle, nouvelle édition. Donc, les documents suivants, 3, l'eau en chiffres, le document 4, les poissons morts dans une rivière, les documents 5, des rejets sauvages de l'industrie ou bien des maisons, c'est les égouts. Sixièmement, on a un fleuve pollué par les déchets domestiques. On jette les déchets de maison dans les fleuves à côté. Et ces images apparaissent dans plusieurs régions du Maroc. Le document 7 nous montre d'autres rejets. Donc, premièrement, quels sont les principaux polluants rejetés dans l'eau? Donc, d'après ces documents, vous pouvez en sortir plusieurs en note. Les principaux polluants rejetés dans l'eau sont les déchets domestiques, les nitrates, les phosphates, les pesticides, la matière organique, les métaux lourds, etc. Deuxièmement, écrire dans chaque cadre du document 7 l'origine des polluants qui lui convient. Donc, vous voyez qu'on a des cadres à remplir. Donc, le premier, c'est l'origine de ces pollutions, c'est l'industrie. Le deuxième, l'origine, c'est l'agriculture, par les pesticides, les insecticides, etc. Et aussi les engrais qui donnent des nitrates qui sont des substances toxiques. On a aussi les déchets ménagers qui rejettent soit des déchets liquides ou bien les déchets solides. Et les eaux souterraines, ils ont plusieurs types d'origine de pollution, tels que par exemple le pompage qui infiltre ou bien faire entrer à ces nappes des pollutions. En troisièmement, conclusion. Donc les risques et dangers qui menacent les ressources hydriques sont de deux types. La diminution des ressources en eau résultant de la sécheresse et de l'exploitation irrationnelle de l'eau, c'est-à-dire la surexploitation de l'eau. Et en deuxièmement, la pollution des eaux de surface et souterraines par les différents types d'origine de pollution que nous avons déjà étudiés. Passons maintenant à grand 3, gestion et protection des ressources hydriques. Donc, de ce qui précède, vous voyez que les ressources hydriques sont très importantes pour la vie, mais ces ressources hydriques sont très menacées par la pollution, par la surexploitation, donc ils sont en diminution. Donc, comment gérer ces ressources hydriques et comment les protéger pour nous et pour les générations à venir.
Premièrement, gestion des ressources hydriques. On se base sur les données de la page 168 du cahier d'activité étincelle. Donc, observez bien ces documents. Le document 1, c'est la consommation domestique journalière au Maroc de l'eau. Et le document 2, des techniques d'irrigation agricole pour économiser l'eau. Donc, on doit connaître les façons de la bonne gestion des ressources hydriques. En se basant donc sur les documents précédents, essayons de répondre à ces questions. Premièrement, déterminer les solutions possibles pour économiser l'eau lors des utilisations domestiques. Donc, il y en a plusieurs idées. On cite, par exemple, dans le lavage des voitures, au lieu d'utiliser un lavage âgé d'eau, avec le tuyau branché au robinet, on peut utiliser un seau à quantité bien limitée d'eau et faire un bon lavage de notre véhicule. C'est la même chose à utiliser dans le lavage des vaisselles avec des quantités limitées d'eau et ne pas laisser le robinet ouvert. C'est la même chose pour le rasage, le douche et la chasse des toilettes qu'on doit contrôler et bien gérer la quantité d'eau à éjecter dans ces différentes activités. De plus, on doit éviter de laisser des fuites dans les robinets d'eau. Deuxièmement, expliquer comment peut-on l'évolution des modes d'irrigation en 2030 attribuée à une bonne gestion des ressources hydriques au Maroc. Si on fait une comparaison entre les techniques anciennes et la façon de mener l'eau, bien de pomper l'eau et les mener vers les champs, et les techniques actuelles et les techniques d'avenir, il y a une grande différence et les nouveaux modes d'irrigation permettent la réduction du gaspillage de l'eau, donc une conservation des ressources hydriques. Par exemple, l'arrosage avec les gouttes à gouttes ou bien les méthodes d'arrosage qui ne permettent pas le gaspillage de l'eau. Deuxièmement, protection des ressources hydriques. Donc, observons le document 3, l'épuration des eaux usées. J'ouvre ici la parenthèse. Même actuellement, les eaux potables, c'est-à-dire des rivières, des lacs, etc., pour être consommées par les êtres humains, ils doivent être traités dans des stations de traitement d'eau. Mais ce sont les eaux potables. Pour les eaux usées, le traitement est un peu plus complexe et délicat et nécessite des stations très coûteuses. Donc, vous voyez ici sur ce document les étapes de traitement des eaux usées. À gauche, on voit l'entrée des eaux usées. Donc, on doit y avoir plusieurs étapes pour supprimer tous les polluants et de différentes formes de polluants de l'eau. Et à la fin, on obtiendra des eaux qui peuvent être de nouveau utilisées, soit dans l'agriculture et même dans le domestique. Premièrement, pourquoi les eaux usées contiennent-elles une variété et une quantité
importante des déchets. Ces eaux contiennent ces déchets car toutes les sortes de déchets sont rejetés dans ces eaux usées et à quantité très importante. La plupart des déchets sont rejetés dans les eaux et les égouts, les déchets solides domestiques, etc. C'est actuellement qu'on essaie d'éliminer ces impacts sur les eaux. Deuxièmement, rechercher dans le dictionnaire ou sur Internet la signification des termes suivants. Les mots qui nécessitent des définitions sont dégrillage, c'est élimination des objets les plus grossiers à l'entrée de la station d'épuration. Dessablage, c'est l'élimination des sables au fond. Désouillage, c'est l'élimination des huiles en surface. La filtration, c'est l'élimination de substances variables et des odeurs par des filtres appropriés. La décantation, c'est l'élimination de substances en suspension. C'est la décantation primaire. Et des boues, c'est la décantation secondaire. L'oxydation, c'est des réactions chimiques au cours de laquelle un composant se mélange avec un ou plusieurs atomes d'oxygène. Ce sont des réactions d'oxydoréduction. Épuration biologique, c'est l'élimination de substances carbonatées et azotées par l'activité microbienne ou bien bactérienne. Troisièmement, quel intérêt présente le traitement des eaux usées? C'est-à-dire pourquoi on traite les eaux usées avec des stations très coûteuses. Donc la diminution de degré de pollution des eaux usées de 70 à 95% comme intérêt principal et rendre ces eaux utilisables surtout dans l'agriculture. On passe maintenant à troisièmement quelques mesures de prévention et de traitement des ressources hydriques. On commence par les mesures de prévention. Donc on doit construire des barrages, sensibiliser les citoyens à la nécessité de protéger les ressources en eau, l'utilisation des techniques modernes d'irrigation, améliorer la collecte et la distribution de l'eau et nettoyer les villes et leurs banlieues, c'est-à-dire les entourages des villes. Pour les méthodes de traitement, bien les mesures de traitement, création d'unités dans les usines pour traiter les déchets avant leur rejet, traitement des eaux usées, création de stations d'épuration de l'eau. Donc, en conclusion générale de cette leçon, essayez de résumer toutes les étapes qu'on a fait dans cette leçon et vous pouvez déduire que l'eau est une matière précieuse, indispensable à la vie. Les ressources hydriques d'une région donnée et sont gérées par une agence de bassin hydrographique. Nous savons que la consommation des ressources hydriques est en croissance, soit que la consommation soit domestique, agricole ou industrielle. Donc, on aura une pénurie en eau et une pollution de l'eau. Cela a des impacts néfastes sur l'environnement et la santé. Donc, on doit prendre des mesures et des décisions
de protection des ressources hydriques. Comme mesure de prévention, la construction et l'inauguration des barrages d'eau, l'adoption des techniques propres, la rationalisation de l'utilisation de l'eau dans tous les domaines, soit domestiques, soit dans l'industrie ou bien l'agriculture, des campagnes de sensibilisation sur l'économie de l'eau et les dangers de la pollution de l'eau, etc. On peut prendre aussi des mesures de traitement telles que l'installation des stations d'épuration des eaux usées, la réutilisation des eaux partiellement upérées dans l'alimentation artificielle des nappes et dans l'irrigation des jardins publics et des terrains sportifs, etc. Donc, merci pour votre attention.